Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Aurez-vous la force d'assassiner votre mère, votre père et votre sœur? Pensez-vous qu'une personne serait capable de tuer sa propre famille? L'histoire de ce jour est plutôt surprenante. Découvrons-la. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Un dimanche du 8 décembre 2013, c'était un matin frisqué pour la famille Close avec une route gelée et une équipe de pompiers qui se précipitaient vers leur maison en feu. Le camion de pompiers avec les volontaires et les pompiers avait reçu un appel et avait répondu instantanément. Pendant l'incident, les pompiers découvrirent un labrador mort avec une blessure à la tête et des jerrycans en plastique rouge à moitié fondus contenant de l'essence aux alentours de la maison. La PRCM, Police Royale Canadienne Montée, arriva environ 30 minutes après que les pompiers aient éteint l'incendie. Les pompiers se mirent à vérifier aux alentours pendant que les choses brûlaient. Ils voulaient voir ce qu'ils pouvaient trouver et ils découvrirent 2 douilles de balles de 2 mm et un chien blessé à la tête. Le feu se calma et l'enquête commença proprement à l'intérieur de la maison des Close. Ce matin-là, Jeff Ensign fut le premier à appeler Jason Close. Il était un bon ami de la famille de Close. Quand le téléphone sonna, Jason était chez lui, dans sa caravane, de l'autre côté de la cour. Quand Jeff répondit au téléphone, il apprit de Jason que leur maison était en feu. Jeff demanda également des nouvelles de sa mère et de son père, ce à quoi Jason répondit qu'ils étaient toujours à l'intérieur de la maison avec sa sœur, Monica. Jason était un garçon de ferme ordinaire. Il avait passé toute sa vie sur cette terre, tout comme son père. Dans la scène, à l'exception du chien, Killa, il semble que c'était un horrible accident et on ne sait pas très bien ce qui lui était arrivé. Un pistolet avait pu déclencher dans l'incendie et elle avait été blessée d'une manière ou d'une autre. Le sergent Rob Kropp était l'enquêteur principal de l'affaire et il invita Jason Close à une entrevue au détachement de la PRCM. Ils se rencontrèrent le mardi 10 décembre, 2 jours après l'incendie. La nuit était déjà tombée sur l'un des jours les plus courts de l'année. Monsieur Kropp demanda à Jason s'il avait des questions et il répondit qu'il était simplement curieux et qu'il ne savait pas si tous les véhicules étaient dans la cour ou s'il y avait une cause de décès. Il déclara même qu'il ne saurait pas si un problème de chaudière ou une faute avait causé l'incendie. Il déclara également qu'il ne savait pas encore comment ils étaient morts. La question se pose alors de savoir si c'était intentionnel. Il mentionna également que sa famille n'avait pas d'ennemis qui pourraient les amener à tuer sa famille. Jason déclara également qu'il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé et qu'il espérait qu'il s'agissait d'un simple accident. Il spéculait immédiatement sur la motivation d'un acte criminel. Odd Gunderson arriva sur les lieux de l'incendie avec son labrador noir de 8 ans, Joby, 3 jours après l'incendie. Joby était un bon chien renifleur d'enquêteur d'incendie criminel. Il repéra 16 zones dans les décombres et un deuxième examen confirma les emplacements. Il y avait des fragments d'os présents, ainsi qu'un accélérateur. Il devenait évident que Gordon, Sandy et Monica Close n'étaient pas morts par hasard. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, il devenait évident que les déclarations de Jason sur les endroits où il se trouvait la nuit de l'incendie n'étaient pas exactes, avec des lacunes et des contradictions à des moments critiques. Il affirma d'abord qu'il était allé voir un copain dans un campement utérite et qu'il était rentré chez lui, omettant de nombreuses heures passées à la taverne Thirsty Beaver à Castor. Les informations de base, comme l'heure à laquelle il avait quitté le pub, avaient varié et changé lors des entretiens suivants. Les gens de la communauté pensaient qu'il consommait régulièrement de la cocaïne, voire qu'il en vendait, malgré ses affirmations selon lesquelles il menait un style de vie irréprochable. Lors de ses premières interviews après l'incendie, Jason avait discuté avec des chasseurs américains qui avaient séjourné dans la région cet automne-là, et qui, selon lui, étaient peut-être revenus pour s'emparer de la tête de cerf et assassiner sa famille. Les enquêteurs se précipitèrent en Utah pour interroger les chasseurs, mais ceux-ci déclarèrent n'avoir jamais vu ni entendu parler d'une tête de cerf, et leur passeport indiquait qu'ils n'étaient pas rentrés dans le pays après leur voyage de chasse de l'automne. La nuit des meurtres, la police découvrit un homme errant seul sur l'autoroute près de Castor. Étant donné l'éloignement de l'endroit et le temps dangereusement glacial, cela semblait suspect. Cependant, comme pour les chasseurs, tout fut vérifié. Jason était au centre de toutes les enquêtes. De manière surprenante, il racontait à d'autres personnes une série de visites du fantôme de sa sœur, qui, selon lui disait que la famille avait été assassinée, décrivant l'incident avec des détails horribles et donnant des suggestions de plus en plus précises sur le coupable. Jason raconta secrètement à l'une de ses tantes que le fantôme de Monica lui avait dit qu'un homme barbu avait tué sa famille, allumé un feu dans la cave et était parti en Saskatchewan.
Jason déclara également que l'esprit de Monica lui avait dit que le pistolet se trouvait dans la rivière. Il raconta la même histoire à l'enquêteur des incendies Keith James lorsque celui-ci visitait la ferme quelques semaines après l'incident. Il montra une dent et une balle qui semblait avoir touché un os lorsqu'il conduisit James dans les fondations de la maison. Il déclara que ses parents et sa sœur avaient été tués avec une arme de poing de 9 mm et que l'auteur de l'attaque avait ensuite mis le feu à la maison avec de l'essence AV, l'essence d'aviation à indice d'octane élevé que Jason utilisait pour ses motoneiges. Jason raconta la situation tout en marchant dans le sous-sol, répandant du gaz partout où il allait. Monica était assise dans son lit, ses yeux allant d'avant en arrière, incapable de bouger, mais toujours en vie jusqu'à ce que le tueur lui tire une deuxième balle dans la tête. Les discussions avec Jason étaient de plus en plus troublantes pour Brady Flett, l'employeur de Monica chez Vortex. Brady adorait Monica et voulait aider Jason. Il se porta même volontaire pour payer les dépenses de Monica et inspecter quotidiennement sa caravane à la recherche de tuyaux gelés. Lorsque Jason la supplia de l'aider financièrement, il lui fit immédiatement un chèque de 10 000 $. Lorsqu'il appela Brady, tard un soir de décembre, pour lui demander s'ils pouvaient se rencontrer, Brady refusa. Jason lui raconta d'abord l'histoire de l'esprit, déclarant que Monica était apparue dans des visions et lui avait envoyé des messages. L'esprit de Monica identifia le tueur comme étant Josh Frank, un ami de Jason. Mais Jason refusa d'aller voir la PRCM. Ils auraient quand même eu Josh, même s'ils avaient donné l'information anonymement. Dans ces opérations complexes, des agents sous couverture jouaient le rôle de membres d'une organisation criminelle dirigée par Monsieur Big. L'histoire était celle d'un oncle mourant qui voulait avouer un crime terrible avant de mourir. Monsieur Big pouvait faire disparaître les enquêtes de police. Pour rendre crédible la confession de son oncle sur son lit de mort, il avait besoin de beaucoup de détails et de preuves. Monsieur Big ne demandait qu'une chose, et c'était la vérité. Jason prétendait avoir appris le crime par les fantômes de sa sœur, de son père et de sa grand-mère. L'un des amis de sa grand-mère était un voyant qui ressemblait à sa tante Jemina et travaillait avec les inspecteurs des incendies de Red Deer. Il informa Brady qu'il savait tout sur les meurtres, qu'il avait vu l'auteur des faits et qu'il avait même passé du temps avec lui. Mais qu'il n'avait rien dit parce que les esprits lui avaient ordonné de ne pas agir. Les opérations de Monsieur Big prenaient habituellement 1 an ou plus, mais Jason fit avancer les choses à un rythme effréné. Selon le sergent Kropp, Jason semblait vouloir faire éclater la vérité en tentant de raconter à tout le monde ce qui s'était passé sans rien dire. La première confession de Jason eut lieu le 2 juin. Jason revint ensuite sur sa déclaration. Il avoua de nouveau quelques semaines plus tard. Bien qu'il ait admis avoir planifié la mort de ses parents et de sa sœur, il insistait sur le fait que le tireur était Josh Frank. Quand Jason apprit que Monsieur Big voulait rencontrer Josh, il organisa la rencontre. Pendant ses jours de congé, Josh traînait lorsque Jason l'appela, et ils décidèrent de se rencontrer sur un parking à l'extérieur de Calgary. C'était le 19 juillet, 7 mois après l'incendie. Les opérations de Monsieur Big devaient non seulement donner au suspect une chance d'avouer, mais aussi révéler des faits incriminants que personne d'autre que le tueur ne connaîtrait et qui tiendront plus tard devant un tribunal. Josh dessina un plan de la maison et remit à Monsieur Big avec le briquet qu'il prétendait avoir utilisé pour allumer le feu. Josh et Jason escortèrent les agents sous couverture jusqu'au fossé où ils avaient jeté les clés du camion de Gordon et les agents passèrent l'herbe au peigne fin avec un détecteur de métaux jusqu'à ce qu'ils les découvrent. Josh déclara qu'il ne s'était jamais mis d'accord sur un montant précis, mais Jason déclara qu'il pourrait s'agir d'environ 50 000 $. À l'époque, Josh avait un tendon blessé au coude, ce qui, selon lui, persuaderait les enquêteurs qu'il ne pouvait pas tirer avec une arme. Il déclara même à Monsieur Big que le fait de serrer ses fesses avait trompé le détecteur de mensonges. Le procès débuta à Red Deer à la fin de l'automne 2017, près de 4 ans après l'incendie. Jason Close et Josh Frank étaient assis ensemble dans le box des détenus, chacun faisant face à 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Jason Close exprima à plusieurs reprises son excitation pour le procès, déclarant que tout serait enfin révélé au tribunal. Il dit à tous ceux qui voulaient l'entendre que les preuves désignaient Josh. Cependant, dans le cadre des opérations Monsieur Big, Jason et Josh firent tous deux des aveux complets et préjudiciables et se confessèrent aux autorités après de longs interrogatoires. Dans leurs aveux, chacun finit par admettre avoir joué un rôle dans la scène du meurtre, mais de différentes manières, qui étaient plus clairement liées. Chacun d'eux témoigna devant le tribunal et tenta de révoquer ses aveux antérieurs. Ils affirmèrent que leurs remarques sur Monsieur Big étaient fausses, que leurs aveux étaient faux, que leurs déclarations antérieures à la police étaient fausses et qu'ils avaient même menti sur tout depuis le début. Cependant, une sombre vérité commença à émerger parmi l'enchevêtrement des histoires. Josh et Jason furent accusés de 3 meurtres au premier degré.
chacun fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 25 ans. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.